Ouais. Les sionistes de l'Ouest, ou le sionisme de l'Ouest. À vrai dire, ça devrait être une série parce qu'en un cours, on n'aura pas le temps. Et parce que c'est un thème qui est... Enfin, la première association qu'on dit sionisme, d'où est-ce que se vient, quelles sont les villes qui sont les plus associées avec l'origine du sionisme? Eh bien, naturellement, on est porté à l'Europe de l'Est, à l'Afrique du Nord, au Yémen, etc. On a rarement les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Suisse qui viennent à l'esprit. L'Allemagne, oui, à plus forte raison. Et au niveau sociologique, en tous les cas, le sionisme est attribué à la zone de résidence, Europe de l'Est, Russie, Pologne, Roumanie et compagnie. Et bon, bien entendu, il y a des personnes d'exception comme Rothschild, comme Montefiore, qui sont originaires de l'Occident. Il y a les volontaires du bataillon du Mahal, Mitnadvei Chutz La'aretz, pendant la guerre d'indépendance, qui comptait 4000 personnes. Il y avait même des bataillons dans la Khativa Sheva et Khativa Teisha, qui étaient des bataillons francophones, des bataillons anglophones, un bataillon francophone, un bataillon anglophone, un bataillon hispanophone même. Il y avait, vous savez, il y avait dans l'armée rouge, c'est une chose fascinante, il y avait dans l'armée rouge un peu la division lituanienne qui était une division où les ordres étaient donnés en yiddish. Pendant la Seconde Guerre mondiale, imaginez-vous ça, hein? Et à l'inverse, ici, il y avait des ordres, il y avait des divisions, c'était des bataillons qui étaient donnés en yiddish, mais bon, ici c'est plus naturel quand même. Mais il y avait d'autres où c'était donné en anglais, en français, en espagnol. Je ne sais pas, vous lisez, sur les 192 pilotes de guerre du Heil HaAvir, eh bien, il y avait 171 sur 193 qui étaient ressortissants de l'Occident, dont 100 des États-Unis. C'était presque toute la force. Il y a même une émission, il y a même un film qui a été tourné, qui est paru il n'y a pas longtemps, où sont interviewés tous ces pilotes et tous ces, comment on dit, les navigateurs qui ont participé, qui sont parfois venus même avec leurs avions des États-Unis et d'Angleterre. Et rien que pour amener une citation, j'ai pas amené le livre, je l'ai photographié, mais ça s'est photographié à l'envers, donc je vais essayer de le lire quand même. C'est un pilote anglais qui le dit, juif anglais, il le dit, Milton Robenfeld, qui est capitaine de l'armée de l'air britannique. Il dit, j'ai servi dans les forces armées de Sa Majesté Britannia, mipnei shechashavti ki bechach ani ozer leYudim. Pourquoi est-ce que j'ai servi dans la Royal Air Force? Parce que c'est ainsi que je pensais aider les Juifs. Ani rotze la'asot akshav oto davar, je veux faire la même chose. Ani yachol la'atis alfei Yehudim l'Eretz Israël kol chodesh, je peux amener des milliers de Juifs en Eretz Israël chaque mois. Mitnadev ze gam itzia lirkosh metosei krav américain, il a aussi proposé d'acheter des avions de chasse américains.
Sheotsu mi'asherut venishmeru b'marsanim, qui ont été mis hors service et qui étaient gardés dans les dépôts. Im memshelet Artsot Abrit tesarev l'arshot la'atis et el eretz Israël ha'aseh zot gam kacha. Si le gouvernement américain refuse de nous les accorder, eh bien, je les prendrai sans permission. C'est un historien qui, comment il s'appelle? Non, j'oublie chaque fois son nom. Peu importe, qui rapporte cette histoire. Mais là, c'est pas l'essentiel. Vous comprenez? C'est anecdotique, c'est très important. Véritablement, c'est très important. Aussi, vous prenez des personnages comme, je sais pas, comme Mickey, comme Mike, David Marcus, qui était nommé par Ben Gurion commandant à Alouf Pikoud Merkaz, comment on dit nous, de tout le district centre qui témoigne Ben Gurion qu'il m'a aidé véritablement à bâtir Tzva Hagana Israël. Bon, il a péri dans des conditions un peu loufoques presque. Il a été tué par la sentinelle juive qu'il a pris pour un arabe. Qui jouait son rôle. C'est-à-dire, un personnage fantastique qui était aussi au procès de Nuremberg, qui a servi dans les années 40 alors qu'il avait depuis longtemps dépassé l'âge de service dans les armées de Patton, dans les blindés, etc., etc. Et ensuite, il a pris tout ça et il est venu servir en Eretz Israël, l'État juif, mais c'est pas la contribution essentielle de l'Occident et des Juifs de l'Occident, et pas seulement des Juifs de l'Occident, à la fondation de l'État d'Israël. Et je voudrais diviser ou partager cette contribution en 5 éléments. Tout d'abord, la contribution des non-juifs, intellectuels, auteurs, hommes politiques, militaires, qui étaient d'une importance considérable. Deuxième chose, les grandes décisions. Toutes les grandes décisions sionistes étaient prises à l'Occident. Que ce soit à Bâle, que ce soit à Londres, que ce soit à New York, elles ont pratiquement tous été prises à l'Occident. Pourquoi? On va le voir. Les structures sionistes, les structures juives ont toutes étaient pratiquement inexistantes, ou très faiblement existantes à l'Est, et florissaient ou se maintenaient à l'Ouest. Quatrième chose, les fonds. C'est important. Les fonds, hein? Le Bnei Akiva a été créé à l'Est ou à l'Ouest? רגע, התקלת אותי. Il a été là en Eretz Israël. En Eretz Israël. En Eretz Israël. Non, le mouvement Mizrahi, il a été créé à l'Est. Et le Bnei Akiva, c'est en Eretz Israël. Non, c'est les autres mouvements pour aller Sion, etc., qui ont été créés en Allemagne, en Pologne, etc., etc. Le Bnei Akiva, si je ne me trompe pas, il a été créé en Eretz Israël. Et cinquième chose, qui est aussi d'une très très grande importance, et cinquième chose, le soutien international. Le soutien international, le soutien mondial. Le soutien mondial. Maintenant, on ne peut pas traiter
à fond véritablement tous ces problèmes, et certainement pas sur, je sais pas, 120, 150 ans, mais presque 200 ans du sionisme. Et c'est pour cela que je vais essayer de traiter cette question par des exemples. Alors, je reviens à la première, clause, je ne sais pas, premier point, Toda, le soutien des Goïm au retour des Juifs. Bon, il y a la citation célèbre chaque fois, je ne vais même pas parler de Balfour, de Lloyd George, mais avant. Avant, pourquoi? Parce qu'on a parlé beaucoup. On a déjà beaucoup parlé, je ne vais pas... Je voulais juste poser une question qui me préoccupe en tant. Est-ce que ces gens-là, par exemple Balfour, il a fait ce qu'il a fait par conviction religieuse millénariste, etc. Je vais tout d'abord présenter un peu quelques faits et ensuite voir quelles en sont les sources. Essayer de voir quelles en sont les sources, bien que ce soit sujet à controverse jusqu'à nos jours. Il y a un titre au Parlement et au gouvernement britannique qui s'appelle le Lord of Shaftesbury, qui est d'une certaine importance et qui déjà, celui qui tenait ce titre, en 1832, eh bien, on lui prête la citation qui est citée depuis toujours, c'est « Une terre sans peuple, un peuple sans terre ». C'est très célèbre et c'est très révélateur. A land without a people to a people without a land. Et c'est cité depuis, etc., etc. Et effectivement, vous trouvez parmi, et surtout en Grande-Bretagne, beaucoup plus qu'en France, qu'en Italie, qu'en Allemagne ou que partout ailleurs, vous trouvez tout un mouvement présent au sein du London Times, présent au sein du Manchester Guardian, le prédécesseur du Guardian hyperlibéral, etc., etc., alors que son rédacteur, c'était le principal allié de Chaim Weizmann au début du siècle, depuis 1905, quand Chaim Weizmann s'est installé en Angleterre et qu'il lui a ouvert les portes de tous les ministres des gouvernements, de House of Commons et compagnie, de Manchester Guardian. Okay? Des auteurs. Vous prenez l'écrivain femme George Eliot avec Daniel Deronda. Daniel Deronda qui est véritablement un roman sioniste d'avant la lettre, écrit en 1876. C'est avant les Chovevei Tzion, c'est avant Herzl, c'est avant Eliezer Ben Yehuda, qui d'ailleurs témoigne de l'influence que ce roman a eue sur lui, qui est l'histoire qui est écrite par une personne qui n'est pas juive. George Eliot n'est pas juif du tout. Aucun rapport. Mais alors que chez Dickens et chez d'autres auteurs anglais ou autres, les juifs sont présentés pas forcément sous un angle très favorable, chez elle, c'est l'histoire, je sais pas, vous avez lu, c'est un gros truc, mais bon, c'est Daniel Deronda, qui est présenté comme un juif qui ne se fait même pas juif, qui a des relations complexes avec une fille qui s'appelle, une femme de Gwendoline, qui est une aristocrate riche britannique, une relation complexe à tous les niveaux. Il veut être reçu à Cambridge, il se rencontre quelque part dans une ville, imaginaire en Allemagne.
Et en cours de route, il est attiré, ce Doron, par il sauve du suicide une fille juive. Mira Lapidot. Lapidot. C'est intéressant. Qui a un frère. Cette Mira Lapidot, elle a un frère qui a un nom fantastique. Mordechai Ezra Cohen. Alors imaginez avec toutes les associations que ça évoque. Mordechai Ezra Cohen, qui est un kabbaliste, qui rêve de quoi? De retour d'État juif. Il rêve de foyer national juif en Eretz Israël. Où ça? Je ne sais pas, en Angleterre. Et cette Mira qui se suicide pour plusieurs raisons, parce que son père l'a séquestrée de sa mère et veut la rendre, enfin, c'est un peu importe. Et il se voit avec Mordechai Ezra Cohen, il voit en Daniel Doron un potentiel continuateur de son affaire. Il y a juste un problème, il se sent assez mal approprié parce qu'il n'est pas juif. Il n'est pas juif, et entre-temps, cette, comment elle s'appelle, je ne sais pas quoi, Gwendoline, cette Gwendoline, enfin, elle est en Italie, et puis il y a la relation continue, entre-temps elle s'est mariée, peu importe, il se rencontre en Italie, et en Italie, par hasard, ou quelque chose, il rencontre une femme qui s'avère être sa mère, ce Doronda, qui lui dit, tu sais quoi, je vais te dire qui tu es. T'es juif. Tout simplement, moi j'avais un père qui était un juif très très pieux, très très pratiquant, qui m'a fait épouser mon cousin, que j'aimais pas, qui était aussi très pieux, très pratiquant. Alors moi j'ai abandonné tout, j'ai tout abandonné, enfin je t'ai eu de mon cousin, qui est aussi très pieux, bien entendu, etc. Et puis j'ai tout laissé tomber, et puis je t'ai donné à une autre personne qui t'éduque comme un Britannique, complètement assimilé, etc., etc. Et entre-temps elle s'est convertie au christianisme, peu importe, c'est pas important, mais tout d'un coup, ce qui nous importe, c'est que ce Daniel Doron se découvre en tant que juif. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez Mordechai Ezra Cohen avec Mira qu'il épouse et où ils partent? Et ils partent à l'est. Et c'est le seul roman, c'est son seul roman qui a été mis en scène, qui a été on peut dire écranisé, adapté à l'écran, plusieurs fois par BBC, c'était pas BBC et d'autres, etc. Et bien que ma mère qui est professeure, qui est enseignante de littérature anglaise, elle m'a dit, c'est loin d'être la meilleure œuvre de George Eliot, très loin d'être sa meilleure œuvre, mais c'est la plus célèbre. C'est la plus célèbre, c'est celle qui a laissé la plus forte impression, tant sur le monde juif que sur le monde britannique. Maintenant, vous prenez un autre exemple, Lawrence Oliphant, qui est aussi une personnalité, qui est un ex-parlementaire britannique, qui à la seconde moitié du XIXe siècle, eh bien, vient s'installer avec sa femme, où ça? En Israël, à Haïfa. À Haïfa, qui sert de foyer pour les jeunes sionistes. Et son secrétaire, c'est qui? Kolot Baleva Penim, non? Bon, il a écrit beaucoup plus de... Hein? Imber, Naftalias Imber, c'est le secrétaire de Lawrence Oliphant. Comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'éveil pour Eretz Israël, il était pas seulement une affaire juive, c'était aussi une affaire britannique. Pas seulement britannique, mais je ne sais pas, vous lisez Lord Wingate, Orde Wingate. Orde Wingate, celui qui était l'auteur des forces armées, de la stratégie militaire du Palmar, Plugot Laila, etc., Plugot Sadet. Eh bien, quand il parle
de l'atmosphère dans laquelle il a grandi, eh bien, son grand-père, il avait son bateau avec lequel il faisait traverser les Juifs la Manche pour aller s'installer en Eretz Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était un sioniste protestant convaincu. Pour répondre à Brigitte, à votre question, eh bien, bien entendu, lorsque vous lisez les mémoires de Lloyd George, pourquoi est-ce qu'il a soutenu Weizmann, soutenu la déclaration Balfour? Eh bien, il dit, mais quand Weizmann est venu me voir, les noms qu'il évoquait résonnaient beaucoup plus chez moi que les villes du front de la Première Guerre mondiale. Verdun, Schmerdin, mais Beth-El, vous comprenez, c'est Géoni, Tzfat, quelque chose. J'ai grandi sur ces villes. Si on s'appuie encore une fois sur le Rav Kook, eh bien, lorsque vous lisez l'oraison au Lord que le Rav Kook a écrit en 1930, puis après le décès du Lord Balfour, et il dit, c'est écrit dans les Mahamarei Araya, il écrit là-bas des choses fantastiques, des choses époustouflantes. Au début, il parle beaucoup qu'est-ce que c'est les rêves, la signification des rêves, etc. Mais il parle ensuite des rêves des grandes personnes, des grands goïms. Des grands goïms. Le premier de ces grands goïms, c'est Koresh, Cyrus. Mais il y en a un qui est plus grand. Il dit, qui c'est qui est plus grand? Balfour. Pourquoi? Parce que Koresh, on connaît le livre de Ezra. Il a donné le feu vert et immédiatement après le feu rouge. Tout s'est arrêté. Lord Balfour, personnellement, l'Angleterre ensuite a donné le feu jaune, orange et rouge. Mais lui, Balfour, dès son origine, dès son premier rapport avec Herzl encore, mais en 1902, ils se sont connus en 1902, 1904, je ne sais plus exactement, il était très favorable. Et en 1930, lorsque Chaim Weizmann vient le voir à son lit de mort, eh bien, il lui dit, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais ministre aux munitions, j'étais ministre à l'amirauté, j'étais ministre des Affaires étrangères, j'étais Premier ministre, j'étais tout ce que tu veux. Mais s'il y a une décision que j'ai prise et dont je suis fier et qui justifie toute ma carrière politique, c'est la déclaration Balfour. Donc, est-ce qu'on peut dire que tout s'est fait comme ça? Non. Vous avez des gens, je ne sais pas, des témoignages, vous le lisez dans le livre de Yehuda Avner, Prime Ministers, où il parle. Yehuda Avner, je conseille de lire ce livre, un livre fantastique, en anglais, en hébreu, je ne sais pas si c'est vrai, Prime Ministers. Il se lit de manière fantastique. Il était conseiller et Yehuda Avner. Le livre s'appelle Prime Minister. Il a travaillé avec Eshkol, Rabin, Begin, Golda Meir. Je crois que c'est tout. Oui, il les appelait. Begin lui disait, tu vas me shakespeariser mes discours, comme les réécrire à la Shakespeare. Effectivement, non. Et il écrit, là-bas, il parle entre autres quand il a fait son alia pendant la guerre d'indépendance. Pendant la guerre d'indépendance, il a fait son alia et il raconte une histoire. Il a vu une rencontre avec un Écossais qui est venu lutter aux côtés des Juifs. Et après avoir bu quelques brandy, on lui pose la question, pourquoi tu es venu risquer ta vie, etc. Même pourquoi je suis venu, je vais vous dire pourquoi je suis venu. Pour que vous vainquiez, vous veniez et vous vous convertissiez.
et vous soyez les témoins. Vous en aviez des comme ça, et vous en avez des comme ça. Lord Balfour n'était pas comme ça, Ordwin qui n'était pas comme ça, il y en avait d'autres qui étaient comme ça. Vous comprenez? Donc c'est pas si simple, mais tout cela pour dire que le dossier juif et la cause juive étaient omniprésents sur la place publique britannique, essentiellement britannique. Et c'est pas pour rien que les dirigeants sionistes, quand ils devaient choisir qui on veut avoir pour allié, Picot ou Sykes, ils ont choisi Sykes. D'ailleurs, Sykes était un ami des sionistes, mais ça c'est autre chose. Et surtout, est-ce qu'on doit avoir pour ami Wilhelm, ou bien, peu importe, ou bien l'Italie, c'est laquelle des grandes puissances on doit avoir pour allié? Ils ont tous misé sur la Grande-Bretagne. Et une des raisons pour lesquelles ils ont misé sur la Grande-Bretagne, c'est pas seulement parce qu'il y avait là-bas une présence juive très forte. C'est pas seulement qu'il y avait là-bas des grands rabbins, des chefs de communauté, qui en grande partie, pas tous, mais en grande partie étaient pro-sionistes. Mais c'est parce que les dirigeants, que ce soit Balfour, Herbert Samuel, et que ce soit Lloyd George, que ce soit Smuts, que ce soit Ordwin, que ce soit beaucoup de ces personnes, Scott, etc., tous les journalistes, le rabbin Adler, le rabbin Gassner, le rabbin, etc., le Chacham, la communauté séfarade, etc., qui servait effectivement de terrain très très propice au développement du mouvement et surtout de l'idée sioniste là-bas. Bon. On peut avoir l'air de minimiser l'importance de cet homme de lettres, mais il y a eu la déclaration fameuse de Bonaparte en 1799. Tu m'as suivi les faits, hein? Mais vous savez quand on a eu vent de cette déclaration? En 1799, quand il était ici, avec Bonaparte à la cour, pour des raisons cette chose-là a été mise en lumière 150 ans après. 150 ans après. C'est-à-dire, quand ça a été publié dans un journal, je ne me rappelle même plus dans un journal, est-ce que les Juifs étaient au courant? La réponse est très simple, non. Pratiquement personne n'en a eu vent. C'est ensuite, après la réussite des congrès, etc. Non, mais vous savez quoi? Napoléon a écrit telle et telle chose. Mais à l'époque, bon, tout d'abord, toute sa campagne a échoué. Peut-être que si sa campagne avait réussi, eh bien, son appel aurait été aussi beaucoup plus, plus important. Mais à l'époque, presque aucun juif n'a reçu cet appel. Vous avez tout à fait raison d'insister sur ces non-juifs. Je rappelle simplement que c'est centenaire cette année de la déclaration Balfour, c'est important. Mais dans la communauté juive anglaise, par contre, les réactions ont été négatives. Parce que finalement, le sionisme aller en Israël, ça remettait en cause le statut des dirigeants de la communauté juive. Et j'avais lu, alors j'ai plus en tête exactement, une réunion entre Lord George et Weizmann, où Lord George voulait aller plus loin et Weizmann était sur la retenue. C'est très étrange, on a l'impression que c'était lui qui voulait contenir finalement Lloyd George. Je pense que l'opposition essentielle, elle venait du ministre aux colonies, Edwin Montagu, était juif, et qui, effectivement, il y a eu 12 brouillons de la déclaration Balfour. Et la plus grande différence entre ce qui était proposé et ce qui a pour finir été voté, eh bien,
La première idée, c'était de faire de la Palestine, de rebâtir la Palestine en tant que foyer national juif. C'est-à-dire rebâtir, c'est quelque chose de, pas de nouveau, mais un retour, et tout Eretz Israël comme foyer national juif, et ce qui a été voté, pour finir, eh bien, c'est en Palestine, établir, pas rétablir, mais établir un foyer national juif. C'est-à-dire, en Palestine, c'est quelle partie? Juste flexible, et établir. C'est-à-dire, on n'est pas... c'est pas un retour, c'est une initiative britannique. Je pose une question. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire foyer national juif. Pourquoi on n'appelle pas ça pays juif? Ou alors c'est pas la même définition juridique. Ça, non, c'est pas une définition juridique. Et c'était tout d'abord au début c'était déjà la position de la c'était déjà la position du congrès sioniste, de la plateforme de Bâle, etc. Pourquoi? Pour ne pas hériter les Turcs. Pour ne pas hériter les Turcs. Et ensuite, c'était aussi parce que c'était, oui, le président américain Wilson, et avant tout, il a dit, et avant tout Churchill, il a dit, est-ce que ce sera, qu'est-ce qui en sera? Qu'est-ce qui en sera? Eh bien, ça dépend de vous, chers amis juifs. Est-ce que ça deviendra, ce foyer deviendra un État ou pas? On ne peut pas le décider pour vous. C'est pour finir, c'est les Juifs qui vont décider. Pourquoi est-ce que on veut laisser cela de manière un peu brouillée? Eh bien, parce que les Britanniques, quand même, la perfide Albion, ils n'ont jamais été très clairs. Et quant à Eretz Israël, ils ont conclu 3 accords. Est-ce qu'ils sont contradictoires? Ils ne sont pas contradictoires? Eh bien, ça dépend finalement de nous, pas tellement d'eux. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient un peu brouiller les cartes. Qu'est-ce qu'il va en sortir de cette déclaration? Est-ce qu'elle va avoir le dessus sur les accords Sykes-Picot avec la France ou sur la correspondance McMahon et Sherif Hussein avec le shérif du Hejaz? Eh bien, ça, on va voir. C'est-à-dire, il ne voulait pas être trop, comment dire, non, mais Sundal. Être, comment dire ça? Bloqué. Il voulait laisser toutes les options ouvertes. Toutes les options ouvertes. Et là, il faut savoir que véritablement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait la déclaration, les centenaires de la déclaration Balfour? C'est pas parce que la déclaration Balfour, parce que au Foreign Office, par exemple, au Foreign Office, ou dans l'administration de Allenby, quand ils ont conquis ou libéré Eretz Israël, eh bien, ils regrettaient beaucoup cette déclaration. Ici, en Eretz Israël, personne ne parlait de la déclaration Balfour. Ils voulaient la mettre en sourdine. Ne pas révéler qu'il y a eu cette déclaration, vous comprenez, en Eretz Israël, après que Allenby ait libéré Jérusalem, etc., et aller plus loin. Ici, il était interdit de parler de la déclaration Balfour. Pourquoi? Parce qu'il considérait que c'était une erreur, que c'était contre les intérêts britanniques, qui étaient du côté des Arabes. Vous comprenez? Donc là, il voulait laisser toutes les options, etc. Et c'est pour finir l'investissement et la contribution juive à conquérir la terre qui a fait de la déclaration Balfour ce qu'elle est devenue. Vous avez raison. Un personnage comme Herbert Samuel, qui est un sioniste avant l'heure, quand il est venu ici, finalement, il s'est rapproché beaucoup en fait de la partie arabe. Oui. Et c'était très contradictoire en fait. D'accord. C'est-à-dire, il a vu, comment on dit, des opportunités. Il n'était pas en 1914, Herbert Samuel ne savait pas ce que c'était le sionisme. Enfin, il savait, mais il était loin d'être sioniste. Pourquoi? Parce qu'il y a ici l'Empire ottoman. C'est une utopie.
Il connaissait Herzl, il a reconnu les livres, il était, mais c'est utopique. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, le fait devenir sioniste? Alors, il y a la présence juive sioniste en Angleterre, que ce soit Weizmann, que ce soit Jabotinsky, que ce soit le Rav Kook qui le rencontre, mais il y a avant tout la compréhension que l'homme malade de l'Europe, l'Empire ottoman est en train de se défaire complètement et que il y a une opportunité à saisir et les sionistes, c'est un bon prétexte pour saisir la Palestine. Ensuite, quand il revient ici, il fait un retour en arrière, encore une fois, oui, c'est vrai, effectivement, mais tout cela pour dire que le salut, il ne vient pas de l'étranger. Le salut, finalement, il vient des efforts consentis par les Juifs. En tout cas, cette année, ils vont nous envoyer quelqu'un de la famille royale. Ça va être oui. Je crois que c'est prévu. En 30 ans, ils ne sont jamais venus. Oui. D'accord. Non. Non, mais là, ils n'ont pas eu bon, là, on a un peu touché à beaucoup de points, que ce soit les goïms proto-sionistes ou sionistes tout court, que ce soit les structures, le soutien international. Je voudrais faire un pas en arrière et on connaît, on a déjà parlé des précurseurs ou des annonciateurs de Sion spirituels, que ce soit le Rav Kalischer, le Rav El-Kalai, que ce soit Moshe Hess. D'ailleurs, tous venaient de l'Ouest, tous faisaient partie des empires occidentaux, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Autriche-Hongrie, etc. Mais il y a aussi des précurseurs matériels, pratiques, pas seulement spirituels. Et je pense que les premiers noms qui viennent à l'esprit, c'est naturellement Moshe Montefiore, Rothschild, qui était d'ailleurs lié, qui avait d'ailleurs des liens familiaux entre eux, et qui avait aussi beaucoup de liens d'affaires et de liens sionistes. Oui, mais je ne citerai pas l'origine. Eux, ils étaient dès le début. Le baron Hirsch, il a beaucoup d'actions aussi en Patagonie, en Argentine, etc. Oui, mais après aussi, effectivement, il a pris le relais de Rothschild. Si on compte tout ce qu'a fait Montefiore pour Eretz Israël, c'est fantastique. C'est un personnage... Pardon? Il était sioniste avant la lettre. Il était à ce niveau, il était beaucoup plus que sioniste. Pourquoi? Parce qu'il est venu, sa première visite en Eretz Israël, ça date de quand il en a eu 7 de visites. Sa première visite, c'est 1827. C'est avant Beaconsfield. C'est avant, c'est-à-dire, c'est avec sa femme. C'est-à-dire, c'est une personne qui, où que vous regardiez, c'est quelqu'un qui, je voudrais dire, il est proto-sioniste dans le fait qu'il a transformé la cause juive en cause internationale. Lui, avec Crémieux, avec Thoreau, avec Rothschild, il a fait de la défense de la cause juive une affaire internationale. C'est-à-dire que ce soit les accusations de meurtre rituel. Chaque fois,
on fait un camp, quand on organise un camp, on se pose, je sais pas. Il y a 2 ans, on a fait un camp en Géorgie. Alors tu commences à étudier l'histoire juive de Géorgie, et tout d'un coup tu vois, les Géorgiens, ils aimaient beaucoup de juifs. Mais il y avait quand même des accusations de meurtre rituel. Où ça, à Kutaïsi. Qui a intervenu? Montefiore. Tu regardes ensuite un peu plus au nord des affaires avec les juifs. Qui a pris la défense des juifs de Russie? Montefiore. Tu regardes des affaires au Maroc? Montefiore. Tu regardes des affaires à Damas? Montefiore. Tu regardes partout, tu vois le nom de Montefiore qui est là, qui intervient. C'est pas seulement la défense du juif du coin, mais c'est la cause juive au niveau global. Vous regardez sa contribution en Eretz Israël, l'achat des terres hors des murs de la vieille ville. Les fonds de qui? De Montefiore avec Touro. Avec Touro, oui. C'est ses fonds. Les premiers quartiers, Mishkenot Sha'ananim, Yemin Moshe, et tous les quartiers qui portent le nom de Moshe Montefiore. Aussi, c'est tous ceux dont on a parlé avec Rivlin, avec Salomon, avec Stamper, etc. Toute la Yetsia Michutz LaChomot. Alors, il y a eu des Chaloutzim, il y a eu des pionniers qui sont sortis, mais avec quels argent ils ont acheté? Vous savez que jusqu'en 1867, il était interdit d'acheter de la terre si vous n'étiez pas citoyen. Alors comment est-ce que lui, il a acheté en 1855? Quand est-ce qu'il a acheté? Parce que l'Empire ottoman est en train de se défaire et il y avait les capitulations et les personnes qui étaient citoyens d'autres pays pouvaient acheter. Donc c'est ainsi que Montefiore a pu acheter des terres. Qui est-ce qui a rendu la route entre Yaffo et Jérusalem une route où pouvait passer un carrosse? Montefiore. Qui a fait amener le premier médecin diplômé à Jérusalem? Montefiore. Ensuite, le premier hôpital professionnel véritablement juif, c'était Rothschild. Qui a ouvert la première école pour les filles? Pas Evelyne de Rothschild, avant Evelyne de Rothschild. Montefiore. Et ensuite, il y a eu Lemel, etc., Allemand, tout le monde est venu. C'est-à-dire, vous voyez que qui a financé la première imprimerie, les premiers journaux, etc. C'était tout Rothschild. C'est-à-dire, quand on a parlé il y a 1 an ou il y a 2 ans des précurseurs des sionistes, véritablement, qui sont les élèves et les descendants des étudiants du Gaon de Vilna, qui ont fondé les Petar Tikva, les premiers quartiers hors de la ville, Yosef Rivlin, Shtetl-Macher, comme on l'appelle, etc., etc. Le Nachalat Shiva, etc., bien. Ils étaient responsables, mais qui était derrière? Qui a financé? Qui a financé tout cela? Qui a donné, comment dire, comment on dit? Non, pas tellement l'impulsion, mais comment dire ça? Chassout, le soutien. Oui, qui a donné sa chassout véritablement? C'était Montefiore. Quand il y a le premier congrès des Chovevei Tzion, qui se tient d'ailleurs où ça? À Katowice, qui fait partie de la Silésie, qui appartient à l'Allemagne. À l'époque, ça appartient à l'Allemagne. Pourquoi ils ont fait ça là-bas? Parce qu'ils ne voulaient pas faire ce congrès en Russie. Hein? Non, mais de fait, fortement. Pardon? Oui, bien sûr. Mais de fait, qui était là-bas? C'était les Allemands. Ça faisait partie à l'époque de l'Allemagne. Eh bien, ils ont consacré le premier congrès de 1884 à qui? Au centenaire de Montefiore. Il a eu 100 ans, il a vécu, comme on le sait, jusqu'à l'âge de 101 ans.
101 ans. À Montefiore, et vous savez, il y avait, par exemple, ils ont publié des dizaines de milliers de bulletins avec le portrait de Moshe Montefiore, qu'ils ont envoyé à des dizaines de milliers de foyers juifs, qui avaient chacun le portrait de Montefiore à la maison. Pourquoi? Parce que c'était le juif le plus klali qui soit. À ses obsèques, à Ramsgate, il faut le savoir, ce n'est pas des secrets, là c'est écrit chez Rina Neher, Histoire juive de la révolution et l'État d'Israël, décrit une chose, des choses fantastiques, des trains entiers, des convois entiers ont été, je ne sais pas, organisés pour amener tous les cadeaux et tous les télégrammes au 100e anniversaire de Montefiore à Ramsgate, sa ville de résidence, en Angleterre. Vous imaginez pourquoi? Parce que c'est arrivé du monde entier. Il aidait tellement de juifs, partout, et surtout en Eretz Israël, que on sait dire merci. Vous comprenez? Donc là, il faut savoir, on l'appelle pas précurseur de Sion. Pourquoi? Parce que Montefiore, à l'époque, c'était un titre en soi, à part entière. Une seule chose, il a vécu 100 ans, 101 ans, et il a commencé à se consacrer aux affaires juives et d'Eretz Israël à l'âge de 40 ans. Il a fait sa fortune. Exactement. Et quand il était reconnu, quand il était sûr qu'il avait le titre d'aristocrate par la reine Victoria, qu'il appréciait beaucoup, il avait sur son écusson Jérusalem, Yerushalayim. Vous comprenez, dans l'Angleterre qui n'avait pas encore accordé les droits politiques aux Juifs, lui, il se balade avec le titre de Jérusalem. Sur son écusson, sur son étendard, il était de coutume d'avoir des étendards. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il avait dès l'origine, et tout le monde le respectait beaucoup. Tout le monde le respectait beaucoup. Donc c'était une personne, on peut... il y a tellement de choses à dire à son sujet. C'est pas pour rien qu'il y a des chansons, etc. Il y a Oran Gaon. On connaît la chanson, ok? Pardon? Arik Einstein aussi? Arik Einstein aussi, ok, d'accord. C'est-à-dire qu'on trouve avec lui, et il organisait autour de lui aussi des personnes comme Thoreau. Vous connaissez le Thoreau College, c'est-à-dire le financier, le millionnaire américain, qui à sa mort a légué toute sa fortune à Montefiore pour qu'il en fasse usage pour essentiellement pour aider à bâtir Eretz Israël. Il était, on l'a dit aussi, avec Rothschild. Bon, Rothschild, je ne vais pas le mentionner, on en a déjà parlé. La première Aliyah, qui a littéralement sauvé la première Aliyah, c'était Rothschild. C'était Rothschild qui a racheté, qui a financé, etc., qui a empêché la faillite de tous les... Et la famine, littéralement la famine de tous les Yeshuvim, de la première Aliyah. Bien entendu, on peut ne pas être d'accord avec ses fonctionnaires, etc. Bon, ça c'est une autre chose. Mais la plus de trentaine de Yeshuvim qui ont été fondés par la première Aliyah, ils sont restés sur la carte et sur le terrain grâce à Rothschild. Donc, toutes ces structures, tant organisationnelles que financières, qui ont été mises sur place, elles étaient mises sur place, c'était avant tout des structures chez l'Ishechat, comme on dit, d'une seule personne seule, de Rothschild et de sa femme.
D'ailleurs, c'est pas seulement ça, le Kever Rachel. Kever Rachel, c'est Montefiore. Le mur de Jérusalem, Montefiore en partie, c'est-à-dire ces investissements étaient à tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui aujourd'hui, peut-être, qui de nos jours approche le plus du personnage de Yosef Ben Yaakov, je crois que c'est Montefiore. Parce que tout cela, c'était un sadique. Sa femme et lui étaient Yerei Shamaim. Ça va sans dire. Et c'est pour ça que si on cherche véritablement des précurseurs du sionisme au niveau matériel, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau des finances, qu'au niveau des infrastructures du retour à Sion, eh bien, Montefiore, Rothschild, c'est des personnes à l'ouest qui ont joué un rôle essentiel. Un rôle, je pense qu'on ne peut pas comprendre. Juste pour imaginer, pour faire que chez le peuple juif, dans chaque maison, il y ait le portrait d'une personne, de la même personne, plus que le rabbi de Lubavitch aujourd'hui. Non, véritablement, pourquoi? Parce que c'est lui qui me défend. Quand j'ai un problème, quand on m'accuse, c'est à lui que je m'adresse. Mais il habite à Londres, c'est pas dans le business. Mais il viendra ici. Il viendra chez ce tsar. Vous comprenez? Il viendra. Top. Maintenant, les grandes décisions. C'est pas seulement la première discussion en hébreu moderne de Ben Yehuda avec, je crois, Peres Smolenskin, qui a eu lieu dans un café de Paris en 1800. En hébreu. En 1879. Mais c'est véritablement toutes les grandes décisions qui ont été prises à l'ouest. Pourquoi à l'ouest, alors que l'essentiel du mouvement était à l'est? C'est naturel. Parce que la Russie ne laissait pas établir le mouvement sioniste. Il y a juste une société, une personne qui a réussi en 1890 à établir l'organisation d'aide aux agriculteurs et aux artisans de Palestine et Syrie. En Union soviétique, en Russie. C'était établi en 1890. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce que c'était très difficile d'agir là-bas sous comment dire, avec la police, avec la gendarme, avec avec les autorités russes qui ne laissaient pas se développer aucune activité véritablement sioniste. C'est-à-dire que quand on voulait éditer quelque chose comme Ashachar, etc., eh bien, même pour les juifs russes, eh bien, c'était édité à l'étranger, que ce soit à Berlin, à Vienne, à Varsovie, etc., ailleurs, ça dépend. Et les congrès aussi. Le premier congrès de Chibat Zion, de ce qui précédait les congrès sionistes, c'était où? C'était à Katowice, on en a parlé. Les premiers congrès sionistes, pas seulement les premiers congrès, pratiquement tous les congrès sionistes, où ils étaient tenus, Bâle, Londres, Vienne, Bâle, etc., ça ne pouvait pas se tenir en Union soviétique, alors que l'essentiel des délégués, ils venaient d'où? Ils venaient de Russie. Ils venaient de Russie, ils venaient de la zone de résidence. La déclaration de Balfour, on en a parlé, le mandat britannique, on en a parlé.
la déclaration de Biltmore, décision de Biltmore, 1942. Biltmore, qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel à New York où, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'organisation sioniste a finalement opté pour un État. Et jusqu'en 1942, il n'y a que les révisionnistes, il n'y a que Jabotinsky, bon à l'époque il était déjà mort, mais c'était uniquement son parti qui exigeait l'établissement d'un État juif. Les autres, vous m'avez donné la question, pourquoi est-ce que les Anglais, ils n'ont pas... Mais c'est nous qui ne voulions pas un État. Mais non, vous les Weizmann, ils s'opposaient de manière très farouche à un État. Non, on fera partie du Commonwealth britannique. Il n'y aura pas un État. Les seuls à exiger véritablement un État, c'était les gens de Jabotinsky. Et c'est seulement en 1942, sous la pression, Jabotinsky et les Beitarim et les révisionnistes ne faisaient plus partie de l'organisation sioniste mondiale. Et c'est sous la pression de Ben Gurion que, pour finir, a passé la résolution comme quoi l'organisation exige l'établissement et poursuit l'établissement d'un État juif en Eretz Israël. Où est-ce que ça a été voté? C'était voté à New York. Il y a de plus aussi, de plus, de plus. Ken, à un autre niveau, oui. Non, avec Imdoula et Herzl et Imdoula, tout ça. Oui, tu veux dire la manière, dans quelle manière est-ce que ça a eu une influence sur Herzl? Il était devenu sioniste bien avant Dreyfus, et son roman juif, pas le Judenstaat, mais son roman juif, il l'a écrit avant, mais effectivement c'était la goutte qui a fait déborder le vase, et ça a eu une influence pas décisive, mais peut-être finale, effectivement. Maintenant, je voudrais peut-être L'État juif ou l'État des juifs? C'était en vérité. C'est Judenstaat. T'as vu comment on c'était l'État des juifs. Mais oui. Quand ça a été, entre parenthèses, quand ça a été traduit dans toutes les langues, comme The Jewish State, Medinat, ou die Yiddische Medine, en yiddish, ou en russe, Еврейское государство, Herzl a été consulté, il a dit, c'est cela que j'avais à l'esprit. Pas l'État. Pourquoi je l'ai appelé alors Judenstaat? Pourquoi? Parce qu'on est bleu, parce qu'en allemand c'est plus confortable. C'est plus. Mais effectivement, ce que j'avais à l'esprit, dit Herzl, il y a un article à ce sujet de Yoram Chazoni, fait toute une recherche à ce sujet, et aussi Trakvals qui en parle beaucoup. Et il dit non, ce que j'avais à l'esprit, effectivement, der Yiddische Medine. Der Yiddische Medine, c'est-à-dire l'État juif. L'État juif, d'ailleurs quand ça a été traduit en français en tant que pas l'État du juif, l'État juif, Herzl était le premier à le comprendre, comme représentant de la Neue Freie Presse au Palais des Bourbons. Je pense que son français ne laissait pas à désirer. Maintenant, on a parlé de la déclaration Balfour, on a parlé du mandat britannique. Il y a un aspect qui est très peu connu de cette affaire, et c'est que après la déclaration Balfour, après Versailles, après la conférence de San Remo en 1920, quand la Société des Nations a reconnu le mandat britannique, tout d'un coup, 1921, il y a problème. 1921, il y a problème. Avant que ce mandat soit entériné, eh bien, il y a les Américains qui disent « Hey, nous sommes contre ».
c'est une histoire qui est très peu connue. Une des raisons pour laquelle nous sommes contre, c'est parce que nous avons une compagnie de pétrole, la Standard Oil, qui est en train de faire des forages où? Non, au Negev. Ils sont en train de forer au Negev. Ils pensent découvrir beaucoup de pétrole au Negev. Quel bracha qu'ils n'aient pas eu découvert le pétrole. Pourquoi? Parce que c'est un problème. Si c'est les Britanniques qui obtiennent ce territoire, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Vous comprenez? Et ils s'opposent. Warren Harding, le président des États-Unis à l'époque, s'oppose. Le State Department il s'oppose toujours. Ils sont contre. Alors il y a problème. Qu'est-ce que vous faites? Pardon? Non, il y avait rien. Non, mais ils ne savaient pas encore. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait rien. Ils pensaient qu'il y avait beaucoup. C'est pas mal. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont encore découvert. Non, ils continuent maintenant, ils sont au Golan. Et maintenant, c'est plus. Et à ce moment, et alors, qu'est-ce qu'ils fait? En 1922, en mars 1922, il y a une résolution qui passe des deux chambres du Congrès qui s'appelle Lodge Fish et qui dit quoi que le Congrès, tant le Sénat que la Chambre des représentants, House of Representatives, soutient l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Et Weizmann de dire que c'est plus important que la déclaration Balfour. Cette déclaration, elle s'appelle, on l'appelle, elle est très peu connue, mais elle est très importante. Elle s'appelle la Atzarat Balfour Americaite. La déclaration Balfour américaine. Lodge Fish. Lodge Fish, et c'est pas étonnant qu'après cela, après cette déclaration, vous voyez, elle a été votée en mars 1922. Non, c'est grave. En juillet 1922, et c'est seulement le 15 juillet elle a été votée, seulement le 24 juillet que c'est entériné par la SDN. Que le mandat britannique est entériné par la Société des Nations. C'est-à-dire que si les Américains à l'époque s'étaient opposés, le mandat... Pardon? Ils n'étaient pas dans le... Si, je crois que oui. Mais leur... Le Congrès a refusé qu'ils soient représentés au SDN. C'est Wilson qui a créé les SDN. Oui. Et les Américains n'étaient pas dans les SDN. Ils n'étaient pas là-bas, mais je crois que c'est intéressant, je ne sais pas, enfin, je n'ai rien à répondre, si ce n'est à dire que leur opposition... C'est peut-être pour ça qu'ils ont voté. Parce que comme ils n'étaient pas à la SDN, oui. Ils ont pu voter pour dire voilà, on est d'accord pour qu'il y ait un foyer juif, oui. Et parce que ils n'étaient pas dans les SDN. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute l'organisation sioniste, 1921, s'est mobilisée pour influencer les États-Unis à soutenir. Peut-être qu'au niveau juridique, c'était pas ça, mais au niveau diplomatique et politique, c'était un soutien de poids. C'était un soutien sans lequel on ne pouvait pas faire. Pour preuve, ça a été voté par la SDN quelques jours après que ça est passé au Congrès. Mais intéressant malgré cela. Et là, juste pour dire que aux États-Unis, il y a eu un grand débat qui est qui est-ce qui a véritablement eu qui est-ce qui a le plus contribué au passage de cette résolution au Congrès. On aurait pu croire, Echad Ha'am, Jabotinsky, Lipsky, les représentants sionistes américains, etc., etc., etc.
Mais quand on ouvre leur mémoire, on voit qu'ils avaient peur. Qu'ils étaient même contre les démarches pour cette résolution parce ils craignaient que ça ne passerait pas. Et que si ça ne passe pas, eh bien le prix d'un échec serait plus élevé que le prix que les chances, que ceux que justifiaient les chances du succès. Vous comprenez? Alors il disait, mieux vaut ne pas essayer. Et qui est-ce qui a essayé? Une personne fantastique, un rabbin. Un rabbin qui a une connaissance et est en train d'écrire son doctorat sur un sujet, Yoav Sorek. C'est son proche lointain, c'est le Rav Shimon Glasner, qui était rabbin, lui aussi avec une philosophie hyper sioniste de Roumanie, qui a émigré aux États-Unis et qui a, à lui seul, est allé voir tous les congressmen américains du sud, j'ai écrit le, enfin bon, oui, slicha. Non, je vois, Drom Mara, qu'est-ce que c'est Drom Mara? Du sud-ouest du pays, qui a rencontré même le président américain à lui seul, rabbin de Arkansas, rabbin du Arkansas, qui avec quelques amis, contre l'avis de l'organisation sioniste, qui a fait passer cette résolution. Fantastique. Shimon Glasner. Le Rav Shimon Glasner. Fantastique. Et c'est une personne inconnue. C'est une personne, maintenant, il y a la Yoav Sorek, qui est en train d'écrire son doctorat sur lui. Mais tout cela pour dire que depuis Wilson et depuis Harding, depuis cette résolution, c'est-à-dire 100 ans, les États-Unis, leur appui, l'opinion publique, tant juive que non juive, aux États-Unis, a joué un rôle prépondérant dans toutes les démarches, tant du mouvement sioniste que d'Israël. On a déjà parlé un peu, avec Lyndon Johnson, Kennedy, Eisenhower, etc., des années 50, 60. Mais là, on voit que ça date des années 10, des années 20. Des années 20, et que c'est en Occident, de cette manière, qu'a été bâti, on a parlé du soutien mondial, du soutien international. Sans ce soutien, on n'aurait pas eu la majorité à la SDM, on n'aurait pas eu la majorité, malgré ce que vous avez dit, visiblement, peut-être on aurait eu la majorité, mais ça n'aurait pas passé. En tout cas, à lire les témoignages de Weizmann, qui sont tonitruants, qui dit que Lodge Fish, c'est plus important que Balfour. Top. Bien qu'au State Department, c'est un autre son de cloche, mais quand même. On n'aurait pas eu la majorité à la déclaration du 14 novembre, 70 ans de cette déclaration, oui, 29 novembre 1947, déclaration du partage, c'est-à-dire, effectivement, c'était un soutien d'une importance invraisemblable. Je voudrais mentionner encore une autre chose, mais peut-être avant cela, quelques questions. Non? Sans question, sans correction, je ne sais pas. Rajout, non? Les premières... Il n'y avait pas de juifs de ces pays-là, par exemple d'Angleterre, qui venaient en Israël quand même. Oh. Toda Rabba. Merci pour m'avoir tendu la perche. Est-ce qu'il y avait la quantité ou est-ce qu'il y avait la qualité? Prenons pour exemple les premières véritables
forces armées juives. Les bataillons juifs, pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il y avait d'abord les Nagé Pradot, les muletiers. Les muletiers qui ont servi dans les Dardanelles avec Trompeldor, Jabotinsky, etc. Mais ensuite, les années 16, 17, 18, c'était déjà les fusiliers de Sa Majesté. C'était le 37, 38, 39e bataillon. Où est-ce que ces bataillons étaient recrutés? Parmi qui est-ce qu'ils étaient recrutés? À Londres. Ils étaient tous recrutés à Londres et à New York. Qui y servaient? Des juifs russes, mais qui habitaient à Londres, des juifs israéliens, mais qui habitaient à New York, et des juifs américains, canadiens, britanniques, qui habitaient à Londres, à New York et ailleurs. La première force organisée, sérieuse, véritable, je ne parle pas du chômeur, je ne parle pas de Bar Giora, je ne parle pas de Mania Shochat et de Israël Shochat, je parle de force véritable de 15 000 hommes qui servaient avec l'emblème, avec le Magen David, avec l'écusson, le Magen David sur leurs bras. Ils étaient mobilisés à Londres et à New York, par Jabotinsky, par Trompeldor, commandés par Margolin, par Patterson, etc. Ils venaient tous de là-bas. Il y a le fameux témoignage de Jabotinsky qui dit quand j'étais là-bas, essayer de haranguer les gens pour qu'ils ils étaient tous. Je vous racontais cette histoire, elle était fantastique. Alors les gens, ils me regardaient avec des yeux grands ouverts, des yeux d'âne, Ken, aîné, aigle, comme ça, et disaient, comme s'ils ne m'entendaient pas, comme si ça passait au-dessus de leur tête, de leurs oreilles, etc., etc. Et puis, jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui vienne du East End pour m'éclaircir un peu, raconte Jabotinsky, il dit, mais écoutez, monsieur Jabotinsky, vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous nous parlez en tant que Britanniques, mais nous ne sommes pas des Britanniques. Vous nous parlez en tant que Juifs, mais nous ne sommes pas des Juifs. Vous nous parlez en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, mais nous ne sommes pas des êtres humains. Nous ne sommes pas des citoyens. Vous savez qui nous sommes? Des soldats, non. Nous sommes des Schneiderim. Nous sommes des tailleurs. Voilà ce que nous sommes. Shum Davar. Nous sommes des Schneiderim. C'est ce que nous sommes. Et arrêtez d'essayer de nous poudrer les esprits et les cerveaux avec votre idéologie, etc., etc. Et, hein? C'est un tailleur. Nous sommes des tailleurs. Ils étaient tous des tailleurs dans le East End, dans le Commercial Street, etc. C'est là-bas qu'ils étaient. Ma arrière-grand-mère, elle était là-bas. Commercial Street. Elle appelait ça comme ça. Comprenez? Mais, ensuite, Jabotinsky dit, vous savez, ensuite, on a monté ces bataillons. Et le titre de Schneider, c'était un compliment. C'est qu'on traitait quelqu'un de Schneider, ça veut dire que c'était un bon soldat. Parce qu'il s'appliquait à l'art militaire, à l'art martial, comme des tailleurs. Il taillait les gens en pièces. Jabotinsky ne disait pas ça, mais peut-être que vous savez lire entre les lignes. Entre les coutures. Entre les fils. Mais, vous comprenez, c'est-à-dire qu'ils étaient tous mobilisés de là-bas. Et toute la Hanaga, tout le leadership du futur Yishuv, il a servi dans ces bataillons, que ce soit Ben Gurion, Bet-Tzvi, Katzenelson, Jabotinsky, tout le monde a servi là-bas. Pratiquement tous. Où est-ce qu'ils ont combattu? Ils ont combattu à Jéricho. Bon, c'est naturel. À Jéricho, c'est le Manoula Shela'a, la serrure, le point d'entrée en Eretz Israël. Je voudrais signaler peut-être un dernier point qui a trait encore une fois aux États-Unis.
Henrietta Zold. Dans les années 20-30, elle était de fait le ministre aux Affaires sociales. Aliyat Noir, Yaldei Téhéran, tous les enfants de Téhéran, c'est-à-dire toutes ces énormes, toute cette opération de sauvetage, cette opération d'entraide, c'est tout, cette femme qui est restée célibataire jusqu'à ses derniers jours et qui était devenue la mère de milliers d'enfants, d'orphelins, etc. Elle s'appelle Henrietta Zold. Elle est venue en visite dans le cadre du programme Taglit avec sa mère, je ne sais pas si elle avait aussi sa sœur, etc., en Israël avant la Première Guerre mondiale. Ce qui a permis ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, même avant la Première Guerre mondiale, lui, elle a organisé une action qui s'appelle Bnot Sion, sur la rue des Nevi'im. Et elle a construit là-bas une infirmerie où étaient reçus les habitants de Jérusalem. Et en 1914, 15, 16, elle a vu l'état du Yishuv, et elle écrit dans ses lettres que c'est le Khurban. C'est comme la destruction du temple, l'état de famine, d'insalubrité, de maladies, d'épidémies des Juifs du Yishuv. Il faut se mobiliser. Alors, quelques années avant, elle a créé l'organisation des femmes sionistes, qu'elle appelle Hadassah. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée quelques jours avant Purim, donc Hadassah. Et pendant la Première Guerre mondiale, en 1917-1918, elle monte un véritable hôpital. Et elle organise un hôpital Betrolim Sadeh, comment dire, de campagne, qu'elle fait venir en Israël avec 40 médecins, avec des ambulances, avec des médicaments, etc., qui devient ensuite le Betrolim Hadassah. Le Betrolim Hadassah, et elle fait son aliyah, elle fait son aliyah, etc., et elle devient ensuite à l'origine de Aliyat Hanor, 1934, qui a sauvé des dizaines de milliers de jeunes juifs, enfants, etc., avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'organisation sioniste, où se trouve, après la Première Guerre mondiale, sa section la plus nombreuse, où est-ce qu'elle se trouve? Où ça? Aux États-Unis. 300 000 membres. Zionist Organization of America, depuis 1918, c'est l'organisation sioniste, la section de l'organisation sioniste la plus nombreuse sur toute la Terre. Donc, est-ce qu'au niveau quantitatif, on n'a pas encore tellement parlé des années 20, 30, 40, 50, et du Garin Tzabar aujourd'hui, et de toutes les aliotes de France, d'Allemagne, d'Angleterre, etc., des dernières, je ne sais pas, 80 ans, mais jusqu'aux années 20, est-ce qu'au niveau quantitatif, la contribution de l'Ouest, des Juifs de l'Ouest, était considérable? Non. Non. Mais au niveau qualitatif, on peut dire qu'elle a donné la structure, le soutien, le financement, véritablement le terrain qui a permis au nombre et à la quantité des juifs, des juifs séfarades et des juifs ashkénazes de l'Est, véritablement de se réaliser, d'être mis en œuvre. Et peut-être qu'on
on n'a pas habitude de parler de sionisme de l'Ouest, effectivement, cela, mais au niveau qualitatif, sans ce sionisme, peu de choses auraient vu le jour. Que ce soit les congrès, que ce soit les finances, que ce soit les soutiens, que ce soit l'opinion publique, que ce soit la diplomatie, que ce soit toutes ces choses, c'est pas pour rien que tous les sionistes qui ont vu loin, ils ont été, jeter leur encre à Londres, à New York, à Washington, avec en parallèle le sionisme pratique, le sionisme véritable en Eretz Israël, mais qui était soutenu, qui était financé, etc., par tous les centres qui se trouvaient à l'Occident. Donc, עד כאן, תודה לכם. On continue ce thème après, ça ne me dit pas encore.